Bon, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'on en a marre des posts à la con sur LinkedIn, mais je dois vous avouer un truc, c'est que malgré tout, ça reste un super canal d'acquisition pour trouver des missions en freelance. Par contre, on n'est pas du tout obligé de faire comme tous les gros comptes sur le réseau pour avoir des résultats. Alors, je vais pas vous vendre les 50 templates prouvés ou les prompts ChatGPT magiques qui font qu'on a des posts qui ramènent des clients tout seuls. Ça, c'est ce que vous voyez avec tous ceux qui veulent vous vendre des programmes à 2 balles. Moi, je vais vous parler de règles simples à suivre qui vous ramèneront entre 1 à 3 clients par mois d'ici à peu près 6 semaines, sans avoir à faire de post bullshit et sans y passer non plus 3 heures par jour. Ok. Ces règles, c'est littéralement celles que j'ai utilisées pour trouver des clients pour mon activité de freelance, mais c'est aussi celles que j'ai mises en place et que j'ai répliquées avec ceux que j'accompagne à trouver des missions, comme Samy qui casse les scores avec ses posts sur la cybersécurité. Et du coup, ces choses-là, vous allez voir que c'est beaucoup moins complexe et mystérieux que ce qu'on veut vous faire croire. Par contre, il y a un truc qui est une constante, c'est qu'il va falloir bosser. Il y aura du travail, ça c'est clair, parce que c'est de l'organique et parce qu'il faut lancer la machine. Il y a une notion un peu d'inertie. Donc, on va voir les différentes règles. Et à la fin, vous allez voir comment ça va se concrétiser avec un post que je vais décortiquer pour vous montrer comment on applique ces règles-là et sur un post qui m'a ramené des clients. Ok, donc comme ça, vous allez voir un cas réel. Donc c'est parti, on va commencer direct avec le truc numéro un qui va être la régularité. Ok, donc rapidement pour le contexte, pour ceux qui me découvrent, moi je suis freelance sur le marché du Python, mais plus précisément sur la partie data et IA, et j'ai fait plus de 110 000 euros de chiffre d'affaires en freelance. Donc ce que je vous raconte, c'est des choses que j'ai mises en pratique et que j'ai vraiment vérifié sur le terrain. Il n'y a aucun élément que vous allez voir ici que je n'ai pas à minima testé et que j'ai pas au moins répliqué avec tous ceux que j'accompagne pour vérifier que ça marche et que c'est vraiment pratique pour trouver des clients. Donc première étape, ça va être la régularité. La régularité, c'est la notion la plus fondamentale et la plus sous-cotée dans tout ce qui parle de LinkedIn. Alors, faire un post de qualité, c'est bien, mais si vous arrêtez au bout d'une semaine, ça ne sert plus à rien. Donc, premier focus, ça va être la régularité. Pour deux raisons. La première, c'est que l'algorithme LinkedIn, qui sert à recommander les posts à tous ceux qui sont dans votre feed, à vos abonnés, à vos gens qui sont connectés à vous, il va récompenser la régularité. Ça, c'est vrai pour quasiment tous les réseaux, Twitter, YouTube. Bon, vous savez que je fais du contenu sur Twitter aussi, et du coup, YouTube aussi. Donc, c'est une problématique que j'ai pu bien creuser à titre personnel et qui se vérifie aussi sur LinkedIn. Donc, régularité, première règle, c'est bien pour l'algorithme. Mais c'est aussi vrai pour des raisons plutôt psychologiques, qui est que les gens qui vont vous voir, vous devez apparaître régulièrement pour vraiment rentrer dans leur crâne, quoi. Ils doivent se dire, je pense à un sujet, je pense à Nickel direct. Ok. Et ne pas se dire, c'est qui ce mec? C'est pas un mec que j'ai vu il y a 6 mois là, je sais pas de quoi il parlait, mais ok, bon, ouais, ok, je scroll. Donc il y a aussi cette raison qui est qu'il faut créer chez vos prospects, chez vos futurs prospects plutôt, une image vraiment récurrente et que comme ça ils sont habitués à vous voir. Ok. Donc ça on verra aussi après pour la partie positionnement pourquoi c'est important. En termes d'organisation, vous avez ce que je conseille à ceux que j'accompagne et ce que je vous conseille du coup à vous aussi sur YouTube pour avoir un truc qui marche bien et qui tient dans la durée. Déjà, première étape, c'est qu'il va falloir s'organiser. C'est pas un truc qu'on va faire en freestyle, il faut déjà définir des créneaux à l'avance. Là, vous allez voir le découpage que je vous propose, mais vous avez évidemment le choix de faire ce que vous voulez. Donc, ce découpage il ressemble à quoi? Déjà, on va découper les tâches entre la partie trouver des idées, donc idées de hook, et découper ça en bullet points, et la partie rédaction au propre et toute la partie vraiment planification. Donc déjà, première règle, ne faites pas des créneaux énormes où vous allez tout faire d'un seul coup. C'est impossible de tenir sur la durée en faisant ça, vous allez juste vous cramer. Donc découpez vos tâches avec les tâches qui sont dans différents types de travail. Il y a un travail créatif qui va être là pour la partie plutôt trouver des idées de hook et des bullet points. Là, c'est le travail qui est pour moi je considère le plus compliqué et le plus demandant en énergie mentale. C'est pour ça que on va le découper en plusieurs créneaux sur la semaine et qu'on va le faire. Moi, je le fais le matin parce que le matin, c'est le moment où je suis le plus efficace. Ok, c'est pas forcément hyper long, mais au moins, c'est un moment où vous êtes efficace. Et après, tout ce qui est plutôt du travail léger, vous allez rédiger au propre en vous basant sur les idées de hook et les bullet points, ce qui est normalement censé être plus facile. Ça, vous le faites sur des gros créneaux, vous n'avez pas besoin d'être forcément hyper focus, mais au moins comme ça, vous allez pouvoir découper ça et avoir une routine qui sera beaucoup plus facile à tenir sur la durée. Vous allez pouvoir créer en fait de l'adhérence. Ok. Dernier créneau que je rajoute ici, c'est un créneau qui est pas forcément bonus parce que moi je considère que c'est hyper important, mais c'est un créneau sur un travail qui est encore différent où vous allez aller analyser vos statistiques pour comprendre ce qui marche ou pas et itérer à terme sur les prochaines semaines avec les idées de poste et les idées de hook. Donc moi, vous savez, j'ai une vision très cartésienne, très mathématique. Là, en fait, l'idée, c'est d'avoir une itération semaine par semaine. Vous allez comprendre qu'est-ce que vos prospects aiment, quel type de poste amène quel type de prospect. Et ça vous servira à itérer constamment pour arriver dans la bonne direction et finalement avoir les postes parfaits pour le gens que vous ciblez. Donc là, vous avez un exemple de routine pour des gens qui ont un travail full-time, hein, ceux qui sont déjà en mission ou ceux qui sont en CDI. Vous pouvez mettre des petits créneaux comme ça de une demi-heure pour les mettre le matin, entre midi et deux si vous avez le temps ou le soir. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, ce qui est important, c'est de découper. Ok. Vous mettez 30 minutes pour la partie créative et la partie rédaction, vous la mettez à part. Vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire où vous voulez.
Mais moi, je vous conseille de vraiment séparer si vous voulez tenir sur la durée. Ok? Ça, c'est pour la partie organisation. Donc, deux règles à retenir. Il faut toujours avoir de l'avance et il faut viser l'adhérence. Donc, l'avance, ça va être qu'en gros, ne pensez pas que vous allez, dans vos créneaux de 30 minutes, ne uniquement penser aux idées de poste pour la semaine d'après. Pensez vraiment à faire le plus d'idées possible pour en avoir trop. Parce que le jour où vous allez être malade, le jour où vous allez partir en vacances, il ne faut pas arrêter tout du jour au lendemain. C'est pas la fin du monde, mais c'est mieux de pouvoir avoir un flow constant toute l'année. Ok, donc là en gros l'idée ça va être d'avoir un peu d'avance à chaque fois pour pas non plus être dans le stress et de se dire merde je pars en vacances, il faut que je fasse 10 postes au lieu d'en faire 3, sinon vous allez vraiment vous cramer. Et réfléchissez toujours à l'adhérence, dans le sens où si au début c'est trop compliqué d'avoir des créneaux de une demi-heure, 3 créneaux par semaine, faites-en déjà juste un. Faites-en un et puis montez petit à petit le volume. C'est comme pour ceux qui font peut-être de la muscu, on va pas arriver du jour au lendemain et faire aucun sport et du jour au lendemain faire 5 séances par semaine. C'est impossible de le faire sur la durée ça. Donc faites un peu un point d'où vous partez d'un point de vue de vos routines et augmentez le volume petit à petit pour arriver à peu près à ce que vous avez à l'écran, ce qui selon moi est largement suffisant pour faire à peu près 3 posts par semaine, ce qui est ce que je considère être le minimum. Ce que fait Samy par exemple avec ses posts et qui a des très très bons résultats. Donc ça suffit. Et moi aussi d'ailleurs, je faisais 3 posts par semaine et ça n'a pas empêché d'avoir de très très bons résultats, d'avoir 100 000 impressions en 3 mois et beaucoup de missions proposées. Vous avez les stats ici que je vous ai mises pour que vous ayez un peu une idée sur mon marché, qui est le marché du Python. Donc attention, c'est pas forcément vrai sur tous les marchés, mais sur mon marché, avec mes posts, j'avais ces résultats-là en 90 jours. Et après, ça allait que de façon croissante avec la suite. Donc voilà pour la partie semaine, organisation de la semaine. C'est hyper important, ne pensez pas que ça va se jouer que à vos posts, ça se joue aussi à votre routine, à votre régularité. Donc vraiment, c'est la base de tout. Règle numéro 2, ça va être le ciblage. Le ciblage, c'est quoi? C'est en gros à qui vous voulez parler. C'est une question qui va vraiment être importante. Il y a un problème que je vois très très souvent, c'est que les gens vont parler à leurs collègues. Parler à leurs collègues ou à leurs confrères, à des gens qui sont vraiment sur leur niche. Ça sert à rien de faire ça en fait. Ça sert à rien, c'est pas des gens qui vont vous payer des missions. Vous voulez parler à vos clients. Donc déjà pour commencer, réfléchissez à qui vous voulez parler. Ça va avoir d'autres composantes, d'autres sous-composantes. Par exemple, il faut que vous ayez un positionnement clair. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que si je vois votre profil, je sais ce que vous faites? Par exemple, Samy, c'est extrêmement bien fait. Samy, c'est très simple. Je vois qu'il met quoi? Consultant cybersécurité. Point à la ligne. Il n'y a pas consultant cybersécurité, volleyeur pro, activiste, je sais pas quoi. Non. Consultant cybersécurité. Et dans ses posts, il parle de quoi? Il parle de cybersécurité. Donc il n'y a pas d'embrouille, sachant que Samy, en plus, il est sur une petite niche. Donc moi, je ne suis pas expert, mais il est sur un sujet encore plus précis. Tout ce qui est gouvernance, etc. Donc je ne suis pas expert. Voilà, ceux qui sont experts pourront peut-être me corriger dans les commentaires, mais Samy, il est encore plus niché que ça. Et les gens, quand ils lisent ses posts, ben, ils le voient tout de suite. Parce que c'est des mots-clés que son audience connaît très bien. Il parle de EBIOS, il parle de ISO 27001, il parle de plein de trucs, il parle de Dora pour ceux qui connaissent. J'ai vu passer des posts par rapport à ça. Il faut vraiment avoir un positionnement clair. Il ne faut pas une double identité. Samy, il a plein d'autres sujets sur lesquels il est compétent. Il ne va pas faire un positionnement à la fois cyber et à la fois Python. Même s'il pourrait le faire. Parce que les gens vont se perdre, ils vont se dire attends, Samy, c'est un mec qui sait faire quoi? Il sait faire du Python, il sait faire de ça, je comprends pas. Donc, positionnement clair, c'est ultra important. Et attention à ne pas faire l'erreur que je vois aussi souvent, c'est le ciblage qui vous donnera les idées de poste et pas l'inverse. C'est pas que vous allez vous dire, tiens, j'ai un poste de fou que je pourrais faire, donc mon ciblage, ça va être ça. Non, non. Partez de votre positionnement, à qui vous voulez parler, qu'est-ce que vous ciblez comme type de mission aussi. Est-ce que vous voulez faire des missions régie long terme sur du Python back-end, ce qui pourrait être mon cas, ou comme Samy, faire des missions plutôt court terme de formation en cyber dans les écoles, j'en sais rien. Mais réfléchissez à ça avant toute chose, ok? Et c'est après que vous allez comprendre les postes que vous allez devoir faire pour arriver à cet objectif et pour attirer l'audience qui peut vous amener ces missions-là. Donc ciblage, c'est ultra important. Et attention à ne pas faire ce que vous allez voir tout le temps et ce que beaucoup de gens font, parce que c'est le truc le plus logique, des posts qui parlent à leurs collègues. Des posts qui sont juste uniquement techniques, qui n'ont aucune notion business et qui ne vont pas parler à des décideurs ou à des gens qui pourraient vous payer avec un chèque pour une mission, quoi. Donc deuxième point, le ciblage, hyper important. Maintenant, la structure, ce qui va peut-être vous intéresser, qui est un peu plus concret. Alors la structure, là, c'est là que je vais rentrer un peu dans le dur et être un peu incisif. J'ai vu beaucoup de gens sur LinkedIn et d'autres réseaux vendre la création d'un post LinkedIn comme étant une science obscure, extrêmement complexe, avec des templates hyper avancés. J'ai vu des mecs mettre des ressources avec 90 templates de post LinkedIn. C'est de la pure branlette intellectuelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'aime bien l'aspect marketing des choses et j'ai remarqué que des livres comme celui que vous avez ici, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet pour expliquer en quoi ce livre est vraiment un banger absolu. Ce livre de marketing qui date de 66, donc c'est extrêmement vieux, définit une structure qui est valable encore aujourd'hui. Et donc tout ce que vous verrez après ça, en fait, c'est des choses qui sont juste des reformulations de ce que ce livre explique.
Alors, qu'est-ce que ce livre explique? Il explique comment faire des publicités qui étaient envoyées à l'époque par courrier. Donc, bon, je pense que vous n'avez pas connu ça, ceux qui voient ces vidéos, parce que je sais que la moyenne d'âge elle est autour des 25 ans. Mais depuis très longtemps, dans le marketing, il y avait tout un game qui était d'envoyer des pubs par courrier et de capter l'attention des gens sur base de rien pour les faire acheter quelque chose. Donc c'est un travail qui est très compliqué. C'est comme si là, vous recevez un par courrier, une pub pour, je sais pas, un ballon de basket à la con, et vous devez prendre une décision d'achat tout de suite. Donc ça, c'est extrêmement compliqué de le faire avec juste une seule page de pub. Et ce livre explique comment faire. Et du coup, ce livre, il explique quoi? Il explique que une publicité, il y a plusieurs parties que vous allez voir sur LinkedIn, comme le hook, le core, le CTA. Et ce qui fait un bon hook, ce qui fait un bon body, ce qui fait un bon CTA, ça n'a pas changé depuis 66 en fait. Donc on va vous faire croire qu'il y a un nouveau hook magique aujourd'hui qui ramène encore plus de vues des posts. C'est pas vraiment vrai. Alors c'est vrai parce que ça marchera, mais pourquoi ça marche? Parce que ça suit les principes de ce livre-là. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Déjà, truc très très important, dans un post, le hook, donc l'accroche du post, va être l'aspect le plus important de très loin par rapport au reste du post. Le body et le CTA, donc le call to action, ne vont jouer qu'à 30%. Vraiment, c'est approximatif, mais le hook, c'est vraiment le point le plus important. J'ai vu des livres de marketing qui ne parlaient que du hook des pubs, c'est-à-dire que de la première ligne de la pub, quoi. Alors que les pubs elles font des fois plusieurs pages. Donc pour vous dire à quel point c'est le plus important. Et comment faire un bon hook? C'est là qu'on va un peu s'amuser. Là, vous allez avoir trois gros principes à respecter qui vont vous aider à faire un bon hook. Premièrement, vous allez avoir la preuve sociale. Donc ça, en gros, ça va être montrer aux gens que vous avez déjà bossé dans le milieu, que vous avez en gros une crédibilité. Ça peut être avec des phrases comme avec mon dernier client, trois petits points, après avoir réalisé X projets clients. En gros, c'est on va dire une introduction de vos posts qui vont directement mettre en confiance. Ça va montrer, ok, Michael, il a eu des clients, donc c'est forcément un mec qui sait ce qu'il fait, c'est un mec sérieux, un mec professionnel. Ça paraît pas, mais c'est ultra, ultra important. Deuxième point, ça va être d'avoir un bénéfice, et un bénéfice idéalement qui va être quantifié. Il faut que vos lecteurs ils puissent comprendre dans votre post ou avec vos clients qu'est-ce que vous avez atteint, c'est quoi du coup le résultat. Et donc là, vous allez avoir un truc du style, par exemple, avec mon dernier client, j'ai augmenté telle métrique de X%. Il a eu plus 10% de conversion sur sa page de vente, il a eu plus 25 clients, il a économisé 25 000 opérations par jour sur Google Cloud, peu importe. Il faut quantifier pour que les gens puissent se dire, ok, donc Mika, il a eu des clients, c'est un mec sérieux, c'est un mec qui est déjà dans le marché, qui est déjà, ça roule bien pour lui. Et en plus, il a des résultats sur une métrique que je comprends, et en plus des résultats qui sont plutôt bien. On peut les quantifier, et quand on le quantifie, c'est que c'est des résultats qui sont stylés. Ça sert à rien de mettre que vous avez fait gagner 0,1% de conversion sur une page si c'est un truc qui est ridicule quoi, dans le marché. Et après, on va dire la cerise sur le gâteau, ça va être la curiosité. Ça va être en gros, par exemple, dire j'ai fait tout ça sans utiliser Y. Avec Y, un truc qui serait un standard dans le marché, ou alors un truc du style, alors que Z. Avec Z étant une situation un peu qui serait à contre-courant par rapport à ce qu'on imagine pour arriver à tel résultat. Donc là, le but, c'est vraiment de donner aux gens une raison de lire la suite. C'est tout ça l'intérêt. Ça va se jouer des fois en une seule ligne ou en deux lignes, donc c'est très très court, mais ces deux lignes-là vont être ultra importantes. Parce que si les gens voient votre post, mais ne cliquent pas sur le petit bouton voir plus pour voir le reste du post, tout le reste aurait été fait pour rien. C'est pour ça que la répartition, elle est aussi importante. Et j'ai envie de vous dire, même si les gens avaient accès à tout le post d'un coup, sans avoir à cliquer sur un bouton, ça ne change rien qu'ils commenceraient par voir le hook et ils décideraient est-ce que j'ai le reste ou pas en fonction du hook. Donc le hook, c'est ultra, ultra, ultra important. Vous avez trois leviers ici, il y en a beaucoup plus, mais ça ne sert à rien de vous compliquer la vie. Ces trois leviers-là suffiront déjà largement à donner envie aux gens de lire la suite. Et c'est ça qu'il faut que vous travaillez dans vos créneaux. Vous allez réfléchir à des idées que je vous ai mis ici. C'est réfléchir en gros à des idées de hook, à réfléchir à quels sont les éléments que je pourrais mettre en avant comme résultat client, comme étude de cas, comme opinion contraire, comme ce que je vous ai mis ici, là, le fameux sans faire comme si, ou alors que cela. Ces choses-là qui vont vraiment créer de la curiosité et se dire ah putain, il a réussi à faire ça sans ça, putain, je sais pas comment il a fait. Je veux voir comment il a fait. Et je clique sur voir plus. Donc ces trois règles-là suffisent largement à faire de très très bons hooks. On verra après dans l'exemple que je vous ai préparé comment mettre ça en place dans un exemple de post pour un lance. Trois questions à se poser quand vous avez fait votre hook pour vérifier qu'il est bien. Ce que je considère être moi vraiment bien comme question à se poser, c'est quoi? C'est première question, quel est le bénéfice? Est-ce que en tant que potentiel client de votre service, quand je lis votre hook, je comprends le bénéfice? Là, par exemple, ça sera par rapport à la métrique. Est-ce que la métrique qu'il y a là, elle est intéressante pour un prospect? Est-ce que c'est vraiment un bénéfice de l'avoir augmenté ou pas? C'est la question numéro 1. Deuxième question, est-ce que ça va intéresser ma cible? Est-ce que la métrique que j'augmente, elle est pertinente par rapport aux gens que je veux cibler? Est-ce que si moi je veux cibler des gens qui sont dans l'infra cloud,
Si je leur parle de conversion de page de vente, est-ce que ça leur parle? Pas du tout. Par contre, si je leur parle de FinOps, on va dire d'optimisation de coûts de pipeline cloud, là, ils vont être intéressés. C'est une métrique qui les intéresse. Donc, il y a un bénéfice qui est quantifié et ça va intéresser ma cible. Et finalement, est-ce que le hook donne une raison de voir plus? Parce que le hook, il peut être bien, mais il faut qu'il y ait une raison de voir la suite. Est-ce que votre post invite à lire une réponse? Est-ce que ça pose une question globale? Est-ce que ça donne envie de voir la suite? C'est la question primordiale. Des fois, les gens vont faire un hook qui pourrait se suffire à lui-même et qui va déjà donner les réponses qu'on voudrait garder secrètes. Donc, vous, jouez avec ça et faites un hook qui, quand on le lit, on a vraiment envie de voir la suite. On a vraiment envie de voir qu'est-ce que c'est le secret pour arriver à ce résultat, comment il a fait, alors qu'il avait cette contrainte-là. C'est la question qu'il faut se poser à la toute fin. Et si la réponse c'est oui, il y a une raison pour voir la suite, bah, c'est très bien, vous avez un bon hook. Et après, on peut passer du coup au body. Le body, là, c'est là qu'on rentre un peu dans la partie template. Alors, template, j'ai craché un peu dessus au début, mais c'est pas non plus un truc qui est inutile. Un template, c'est bien pour avoir des structures de poste qu'on sait réutiliser, mais par contre, il ne faut pas oublier le point principal par rapport au body d'un poste, c'est quel est l'objectif visé? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce poste? Est-ce qu'on veut, par exemple, rassurer par rapport à nos skills techniques? Est-ce qu'on veut éduquer par rapport à des problèmes et ou des solutions sur notre marché pour des prospects qui ne seraient pas au courant qu'il y a tel problème et qui ne seraient pas au courant qu'il y a telle solution pour régler ce problème? Est-ce qu'on veut faire une présentation directe ou indirecte de nos services? Donc en fait, c'est trois, on va dire, objectifs qui sont très très différents et qui vont guider les posts que vous allez faire. Et donc moi, j'ai trié les templates dans trois grandes familles. Vous avez tout ce qui va être étude de cas, tout ce qui va être guide et tout ce qui va être observation sur le marché. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez faire un post ayant pour but d'éduquer vos prospects par rapport à une problématique. Si, imaginons vous ciblez des gens qui sont des petits business, qui ne sont pas forcément au courant, par exemple, qu'ils ont des frais cloud qui sont exorbitants et qui pourraient faire mieux, bah déjà, avant de leur présenter vos services, il faut vous leur expliquer qu'il y a un problème. Donc là, vous allez pouvoir faire peut-être des posts du style étude de cas, voici comment un tel qui est quelqu'un similaire à vous a économisé 10 000 euros avec une optimisation AWS. Et en fait, indirectement, tous les prospects qui sont similaires à ce client avec qui vous avez travaillé, ils vont se dire ah putain, il a réussi à économiser 10 000 euros sur le cloud, putain, je savais pas qu'on pouvait gagner autant d'argent sur le cloud. Et donc ça va éduquer. Vous pouvez aussi avoir un angle différent qui est, si vous voulez montrer vos services indirectement, faire encore une fois une étude de cas. Et dans l'étude de cas, vous allez expliquer votre méthodologie vraiment de A à Z. Vous allez dire, bah, ok, étape 1, on a fait ça, étape 2, on a fait ça, etc. Et donc là, c'est un poste qui est aussi une étude de cas, mais vous allez beaucoup plus expliquer comment vous travaillez pour que le prospect puisse se projeter et se dire, ok, donc j'ai compris que Mickaël, il vend tel service, parce qu'il m'a expliqué que pour tel client avec qui il a bossé, il a fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc il a sûrement une offre où il propose ça. C'est l'intérêt du coup de faire ces postes-là. Et pareil pour les guides, vous pouvez faire des guides pour assurer sur vos skills, montrer que vous savez de quoi vous parlez, avec un truc qui est très pointu, avec des mots-clés techniques. Attention à ne pas faire un post qui soit un exposé pour vos collègues. Faites aussi quand même des liens avec le retour business. Donc ça va jouer surtout sur le hook. Et pareil, tous les posts qui sont de style observation sur le marché, vous allez pouvoir pareil éduquer sur les problèmes et les solutions. Vous allez aussi pouvoir rassurer par rapport à vos connaissances sur le marché, à vos skills. Donc c'est les trois familles de templates. Et si vous voyez des gens vous dire, voilà, récupère mon guide avec les 70 templates de LinkedIn, ça va très 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 souvent être des variantes de ces trois types de posts. Donc ça sert à rien de vous compliquer la vie, je vous le dis tout de suite, ça va être ça. Donc vous l'avez sous les yeux. Et ces templates-là ne répondront pas à votre problème. Votre problématique, ça va être de comprendre déjà qu'est-ce que vous visez comme objectif. Et ensuite, vous allez pouvoir, avec des templates, structurer un peu des types de postes et les réutiliser. Effectivement, ça peut être pratique. Ok, mais c'est pas ça qui va tout changer dans votre résultat final qui est trouver des clients. Donc attention à ce qu'on vous vend. Les gens, ils aiment bien ça parce qu'on se dit, ok, un template, c'est facile, c'est plug and play. J'arrive, je remplis le poste et j'ai des clients qui tombent. Si c'était si simple, on serait tous freelance millionnaires, ok? Donc c'est pas le cas. Si vous voulez avoir des résultats, il faut comprendre que ça se joue déjà à 70% dans le hook, voire peut-être plus. Et après, dans le body, il faut comprendre qu'il y a un objectif précis par type de poste et qu'après, on peut réfléchir à comment processiser ça avec des templates. Et enfin, dernier point, qui n'est pas non plus à négliger, c'est le CTA. CTA, c'est pour Call to Action. Le but, c'est de dire aux gens quoi faire. Est-ce que vous avez déjà vu, ça c'est ce que j'ai pensé tout à l'heure en écrivant la vidéo, est-ce que vous avez déjà vu des pubs où à la fin on vous dit pas quoi faire? Où on vous dit pas, bah, si vous voulez acheter ça, vous allez sur tel site et vous commandez, ou vous appuyez sur tel bouton. C'est très rare. Alors ça existe, ça s'appelle les pubs d'awareness, c'est les pubs où vous allez juste montrer aux gens que vous existez. Ça peut se faire aussi avec LinkedIn, mais je conseille pas. Ça va être des pubs où ils vont juste montrer, je sais pas, les pubs de voitures. Des fois, c'est pas forcément avec des gros call to action, mais ils vont juste vous expliquer voici telle nouvelle voiture qu'on va vendre. Et il n'y aura pas de call to action à part peut-être dans des prospectus que vous allez recevoir par la poste. J'en sais rien. Mais vous, quand vous faites une pub, vous imaginez que vous faites un catalogue de services. À la fin, il vous explique, mais si vous voulez tel service, il faut aller sur tel mail et vous envoyez telle demande.
C'est pareil ici. Vous faites un post. À la fin du post, il faut dire aux gens, c'est quoi le next step? Qu'est-ce qu'on fait si on veut bosser ensemble? Ben, vous envoyez un mail, vous m'envoyez un message privé, vous m'envoyez, j'en sais rien, ce que vous voulez. Mais il faut dire aux gens quoi faire. C'est ultra important. Et je vous invite à le faire si vous voulez vous amuser, à faire des posts avec et sans CTA. Vous allez voir la différence. Ok, je vous fais gagner du temps, c'est la merde. Ok, faites un CTA parce que vraiment ça change tout. CTA, c'est très simple, hein, c'est juste envoyez-moi un message si ça vous intéresse et on voit comment on travaillera ensemble. De toute façon, vous allez voir juste après dans l'exemple. Donc voilà à quoi ressemble un post structuré sur LinkedIn qui va vous donner des résultats sans passer par des trucs de fou, des templates à la con, des prompts ChatGPT de fou furieux qui vous comprenez rien à ce qui se passe. Maintenant pour la partie What's in it for me, le fameux WIIFM. C'est une notion que moi j'ai jamais vue sur le marché français, mais c'est un truc qui est hyper important dans le copywriting, dans le marketing en général, qu'on voit beaucoup sur le marché américain. Je vous explique ce que c'est, vous allez voir que c'est tout con, mais ça fait toute la différence. Alors, bah, du coup, ça je vous ai dit, ça veut dire What's in it for me. Ok, c'est un acronyme. En gros, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Alors pourquoi je vous dis que c'est une règle absolue? Parce qu'en fait, c'est important de se dire que votre prospect, s'il lit votre post, il faut que dès le début, donc dès le hook, d'où l'intérêt encore une fois de faire un très bon hook, il faut qu'il comprenne qu'est-ce qu'il a à y gagner. Qu'est-ce qu'il a à y gagner non seulement à lire la fin du hook, qu'est-ce qu'il a à y gagner à cliquer sur voir plus, qu'est-ce qu'il a à y gagner à continuer à lire quand il a commencé à lire. Et c'est des questions qui vont vous amener, quand vous vous les posez bien, jusqu'à un process de vente qui est hyper fluide. Et comme ça, les gens vont arriver en appel avec vous, en entretien, et tout se passera bien. Mais si vous ne pensez pas à ça, vous allez faire des posts qui ne serviront à rien. Ok, donc première question à se poser, c'est est-ce que la problématique m'intéresse, enfin intéresse le prospect quoi. Il faut s'imaginer qu'il se pose la question. Lui il va se dire ok, je vois un post de Michael, je vois ce hook, je vois un post où il me dit je vais gagner 10% sur mes frais sur GCP. Est-ce que la problématique elle m'intéresse? Oui ou non? Moi, a priori, si vu que je cite des gens qui ont des infras sur AWS ou GCP, normalement si je fais un post où je parle de gains d'argent par rapport à GCP, ça devrait l'intéresser. Donc ça c'est bon, c'est checké. Ça, c'est la première étape. Ok. Ensuite, est-ce que mon hook laisse penser qu'il va réussir à trouver une réponse dans le post? Ça, c'est important aussi. Est-ce que dans mon profil, est-ce que le fait qu'il m'ait vu récemment par rapport à des problématiques similaires, est-ce que l'image que je dégage, est-ce que mon hook laisse penser qu'en cliquant sur voir plus, il va trouver une réponse? Ou est-ce qu'il se dit, bon, ben, c'est intéressant, mais je ne vais pas trouver une réponse à mon problème? Ça, c'est la partie la plus importante. Il faut qu'il se dise, le gars, est-ce que vraiment, si je fais voir plus, je vais avoir une solution? Et là, en gros, on entre dans la grosse problématique, c'est de passer de la partie découverte à la partie intérêt dans le tunnel de vente. Dans le tunnel de vente, pour récapituler, vous avez tous les prospects froids qui vont arriver en entrée, qui ne vous connaissent pas, ils vont vous découvrir, avoir un peu d'intérêt par rapport à ce que vous proposez. Ensuite, ils vont être convertis, dans le sens où vous allez les convaincre que vous avez une bonne solution pour eux et du coup vendre une prestation à ces gens-là. Et après, vous allez pouvoir les fidéliser. Donc ça, c'est vraiment quand vous avez déjà vendu votre mission. Mais déjà, au début, ce qu'on veut faire, c'est passer de découverte à intérêt. C'est une des parties les plus compliquées. Découverte, c'est là que le hook intervient. Parce que c'est là que les gens vont vous découvrir sur votre façade. C'est le premier truc qu'on voit dans le post, c'est le hook. Et le body intervient dans la partie intérêt. Il va faire monter l'intérêt. Mais avant d'arriver là, on y revient, il faut que les gens passent au-delà du hook. Donc, dans le hook, il faut que la personne se dise est-ce que je vais trouver une réponse à ma question? Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois que la personne a cliqué sur le bouton voir plus et qu'elle va passer dans la partie intérêt, dans le body, il faut qu'elle ne s'arrête pas de lire. Il faut qu'elle passe jusqu'à la partie conversion et qu'on l'ait au CTA. Il faut qu'elle arrive jusqu'au CTA du poste. Parce que si elle n'arrive pas jusqu'au bout, elle ne saura pas qu'on peut travailler ensemble, elle ne saura pas qu'elle peut m'envoyer un message et qu'on peut bosser ensemble. Donc attention, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut se poser la question sous forme de cycle. Est-ce que à chaque instant du poste, le prospect va se dire je continue à lire, oui ou non, je mets de la valeur. Ensuite, il se pose la question est-ce que je continue encore à lire, on lui met de la valeur, etc. etc., etc. Ne vous dites pas dès le début je mets de la valeur et après je mets du blabla et le mec il va aller jusqu'au bout et tout lire et me contacter, me payer 8 000 € par mois quoi. C'est pas possible. Il faut se poser la question à chaque instant dans mon poste est-ce que chaque élément donne envie de lire la suite? Est-ce qu'il y a un élément de curiosité? Est-ce qu'il y a un fil rouge? Donc ça, on verra aussi dans l'exemple comment je fais ça. Mais en gros, il ne faut pas se dire que ça va se jouer non plus que au hook. Il faut que les gens vous les guidiez pas à pas jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que j'y viens aussi par rapport au début. Je parlais des gros comptes et des posts un peu à la con. Vous voyez beaucoup de gros comptes qui vont faire des posts qui sont pas du tout comme ça, hein, qui respectent aucune de ces règles que je vous ai expliquées, mais parce qu'il y a des problématiques différentes quand on a un niveau élevé que je vais pas expliquer ici, ça sert à rien, c'est hors sujet, mais ces gens-là ont plutôt intérêt à raconter leur vie, mais vous n'avez pas intérêt à faire ça quand vous débutez, quand vous voulez trouver des clients. Donc, ne racontez pas votre vie. Si vous racontez votre vie, on est complètement hors de la règle. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Parce que là, le mec, il a rien à y gagner, hein. Vous racontez que vous avez fait, je sais pas, du canoë avant-hier, on en a rien à foutre, hein. Le client, il s'en fout, il va se barrer. Par contre, pour les très gros comptes, il y a un intérêt à faire ça, mais c'est une question pour un autre jour, ok? Donc, ne racontez pas votre vie.
mettez de la valeur, donnez envie aux gens de lire jusqu'à la fin, et après, call to action, ils vont prendre un call avec vous, entretien, process de recrutement classique, et vous allez avoir une mission si tout se passe bien. Donc, là, en gros, ça, c'est ce que je vous montre, c'est un exemple de poste, c'est pas celui qu'on va analyser, ça, c'est vraiment pour que vous ayez une structure aussi. Il y a une dernière règle à respecter par rapport à ça, pour le qu'est-ce que j'ai gagné, c'est qu'il faut que le poste il soit scannable. Ce que j'appelle scannable, c'est qu'en gros, on puisse en un coup d'œil comprendre à peu près comment il est construit. À quoi ça sert? Ça sert à justement quand le gars va lire votre hook et comprendre, ok, ça m'intéresse, je pense que je vais trouver une réponse. Il faut qu'il puisse, quand il clique sur voir plus, il ait d'un clin d'œil une compréhension de ce qui va, encore une fois, ce qui va y gagner. Est-ce que le poste a l'air bien construit? Est-ce qu'il pense que c'est bien organisé, que vous allez avoir du coup les réponses qui sont organisées sous forme de sections et tout? Et donc là, vous avez un exemple de poste, c'est un peu ce que je fais à chaque fois, hein, mais vous avez des sections qui sont relativement aérées, avec des délimitations, des titres, enfin des sortes de titres, des séparations que je fais avec des petits tirés comme ça, qui servent à ce que, en un coup d'œil, on puisse comprendre, ok. Donc là, j'ai ouvert le poste de Michael, je vois que il me parle, bon là c'est un poste qui n'a rien à voir, hein, on parle de freelancing, mais c'est pour que vous voyez l'idée. Donc je vois le hook, ça m'intéresse, je clique, tout se déroule à partir d'ici, là, ce qui est en dessous, et je vois déjà deux grandes sections. Je vois c'est pas stable et je vois il faut être senior. Et je me dis, ah putain, c'est ce que je pensais moi aussi. Donc, ok, bah intéressant. En plus, je vois que c'est bien aéré, c'est pas très long. Donc, je vais lire ça et du coup, je vais lire jusqu'à la fin, jusqu'au call to action. Donc, il faut vraiment réfléchir aussi en termes de post scannable. Il faut que les gens puissent se dire, bah, ok, ça me paraît intéressant, mais est-ce que ça me paraît être un mur à lire? Est-ce que j'ai vraiment envie de passer tout ce temps-là? Est-ce que vraiment le hook, est-ce que la problématique en vaut la chandelle? Est-ce que vraiment c'est un sujet qui mérite que je passe 3000 ans à décortiquer ce gros pavé sans espace et sans rien? Souvent la réponse ce sera non. Donc par défaut, faites des posts ultra aérés, des posts qu'on peut scanner dans un coup d'œil et se dire ok, j'ai compris de quoi il va me parler, ça m'intéresse, du coup je lis vraiment. Donc voilà pour le WIIFM, What in it for me, qu'est-ce que j'ai gagné? C'est un sujet qui est très très souvent pas abordé, enfin qui est jamais abordé, mais qui va vraiment faire la différence et qui fera que non seulement vous aurez des posts intéressants, mais que les gens vont aller jusqu'au bout et qui vont lire jusqu'au moment où vous leur dites passez à l'action, appelez-moi, prenez un appel, envoyez-moi un message par LinkedIn et on va discuter ensemble quoi. Donc voilà pour la partie What's in it for me. Et dernier point, ça va être la crédibilité. Alors la crédibilité, c'est vraiment l'objectif qui est global avec tout ce qu'on voit. Le but, c'est que votre prospect, si vous l'avez intéressé, donc on y revient dans le tunnel de vente, vous êtes ici, la partie intérêt, il a ouvert le hook, il a commencé à lire votre post, il y a un body, etc. Il a commencé à lire, il voit que c'est intéressant. Ça lui parle, c'est une problématique qu'il a. Vous expliquez comment vous pouvez l'aider à résoudre ça, que ce soit directement ou indirectement selon le type de post que vous faites. On y revient, hein, si vous avez un post plutôt éducatif, plutôt une étude de cas, plutôt un guide, peu importe. Le gars a un peu d'intérêt. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il a confiance dans le fait que vous pouvez vraiment l'aider? C'est deux choses très différentes. L'exemple que je te donnais qui est assez trash, hein, mais qui est réel, mais imaginons que je suis un coach sportif, mais que je suis en obésité morbide, d'accord? Donc vraiment, on exagère le trait, hein. Si je fais un post de ouf qui va susciter l'intérêt, bah, comme je suis quand même obèse, j'ai pas d'incrédibilité. Donc c'est pas juste le post qui va faire que vous êtes crédible, il faut aussi qu'il y ait une aura autour de tout ça qui fait qu'on se dit, non seulement il me dit comment faire, mais je suis confiant dans le fait que si je fais appel à lui, il va réussir à le faire. Et s'il y a des red flags qui montrent que bah, vous n'êtes pas capable de mettre ça en place pour un client et que vous n'allez pas arriver au résultat, bah, le client, enfin le prospect va pas passer à l'action avec vous. Donc je sais que des fois, ça peut être un truc où on se dit qu'on le subit, qu'on peut rien faire, mais vous allez voir différents leviers que je vous conseille pour pouvoir combler ces lacunes. Ce qui est l'équivalent de l'obésité morbide pour un freelance, ça pourrait être d'avoir aucun client, de ne jamais avoir eu de client dans le passé ou être très junior. C'est un problème, oui, mais ça peut se résoudre avec d'autres leviers. Vous pouvez équilibrer avec d'autres leviers, notamment en démontrant, vous avez ici le point numéro 2, en démontrant une connaissance sur une problématique précise, donc en ayant un positionnement précis. Juste ça, ça peut suffire à vous donner une aura de spécialiste. Si vous avez des clients, bah, ça va être très simple, hein, c'est montrer que vous avez des clients. Avec la preuve sociale, c'est un truc qui va faire gagner beaucoup de points de crédibilité. Vous avez aussi des choses qui sont plutôt indirectes, comme tout ce qui va être like, commentaire, partage de vos posts LinkedIn. Alors ça paraît con, mais ça donne une aura d'expert, hein. On se dit en tant que prospect, si je vois Michael, même s'il n'a pas l'air d'avoir eu de clients, mais qu'il a 100 likes par post, je me dis putain, s'il y a 100 gars qui ont liké son post, c'est de dire un truc pertinent, quoi. Donc je lui fais confiance. Et vous avez un quatrième point, ça c'est un point aussi qui est très très peu abordé, c'est avoir une approche qui va être unique, mais crédible. Donc attention, ça va avec, hein. C'est pas juste faire un truc unique pour être unique et se dire moi je suis différent, je fais un truc innovant. Il faut que ce soit unique, mais crédible. Il faut que vos prospects se disent ok, Michael il a une approche qui est différente, donc ça montre peut-être qu'il a une expertise que je connais pas, il a des informations que j'ai pas, mais ça me paraît quand même possible. C'est pas, imaginons un exemple très con. Pour ceux qui font, imaginons du coaching sportif, si je vous dis perdez 10 kilos avec un programme sportif avec 3 séances par semaine de tel exercice particulier, bon, c'est pas unique, hein, mais en gros,
c'est crédible. On se dit que perdre 10 kilos, faire 3 séances par semaine, ok, ça me paraît logique. Par contre, si je vous dis perdre 3 kilos en jouant au Scrabble tous les lundis de pleine lune, même si ça marche, attention, même si vraiment c'est un truc qui marche, si c'est pas crédible, vos prospects ne vous accorderont aucune crédibilité, hein, c'est dans le mot. Donc attention, si vous avez une approche qui est unique, même si elle marche, même si elle est vraiment incroyable, il faut qu'elle reste crédible pour vos prospects. Donc si vous voulez gagner des points de crédibilité et que vous n'avez pas de clients, vous pouvez avoir une approche qui va être unique, qui va se différencier du lot. Vous pouvez avoir des posts qui vont avoir des interactions qui vont rassurer vos prospects. Vous pouvez aussi, par une expertise très nichée, déjà gagner des points en termes de crédibilité, parce que vous allez avoir un positionnement d'expert. Donc j'en reviens sur toutes les problématiques de généraliste versus spécialiste. Et pour ceux qui ont des clients, qui ont déjà eu des clients, qui ont déjà bossé dans le CDI, qui ont eu des expériences pro dans n'importe quel sens du terme, montrer que vous avez des clients, c'est évidemment le levier numéro un qui va faire de la preuve sociale. Donc c'est vraiment ça qu'il faut exploiter au début pour montrer aux gens que vous êtes sérieux. Et c'est ça qui vont les rassurer pour passer à l'action. Ok, donc hyper important, ça ne se joue pas que au poste, hein, même si votre poste est vraiment génial et qu'il explique littéralement un process qui marche à tous les coups à 100%. Si en le lisant, je ne me dis pas que vous allez être capable de m'aider à mettre ça en place concrètement pour de vrai, je ne vais jamais vous contacter. Donc il faut un bon poste, mais il faut aussi que, au travers des différents leviers que vous avez ici, vous me donniez l'impression que si je fais appel à vous, vous allez réussir à répliquer ce que vous expliquez dans votre poste et que ça va marcher. D'accord? Donc hyper important de ne pas s'arrêter juste au poste. Et donc pour ça, il y a un cheat code qui est le poste étude de cas. C'est un poste qui va maximiser quasiment tout ce que vous avez ici, les 4 points. Déjà, le fait que vous avez des clients, parce que c'est une étude de cas de vos clients. Montrer que c'est précis, parce que ce sera un problème précis que vous allez détailler. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Il faut vraiment aller sur un problème précis. Les posts, bon, si vous avez une bonne audience, vous allez avoir des likes, ça c'est un peu annexe. Et vous pouvez montrer votre approche avec un étude de cas, vous pouvez montrer comment vous travaillez. Et si vous avez une approche qui est unique, du coup, vous allez montrer quelle est cette approche-là. Et comme il y a des résultats associés à cette approche-là, ça va la rendre crédible directement. Parce que vous allez montrer que vous avez fait ça pour un de vos clients et vous avez eu tel résultat. Donc même si le prospect se dirait peut-être ouais c'est bizarre comment ça se fait que ça marche, là vous avez une preuve que ça a marché. Et donc deuxième point qui va avec, show don't tell. Show don't tell, ça veut dire par exemple si vous expliquez que vous avez réussi à atteindre tel résultat pour un client, vous pouvez le dire, c'est bien, mais montrez-le, c'est encore mieux. Montrez-le, ça va par exemple montrer des graphiques qui montrent les statistiques pour votre client, j'en sais rien, d'économie je parlais de cloud, d'économie sur le cloud, ou peu importe. Mais si vous montrez vos résultats, c'est pareil, une crédibilité x10. x10. Alors vous allez me dire, ouais, mais tout peut se mettre, tout peut se faker sur LinkedIn ou quoi. C'est vrai, mais ne pensez pas toujours comme ça. Enfin, il faut arrêter d'être toujours hyper parano. Oui, on peut tout faker. Peut-être qu'ils vont se dire, peut-être qu'il y en a un qui va se dire sur 10, ouais, peut-être qu'il a mytho, qu'il a fait un faux screenshot. On s'en fiche. Pour la majorité des gens, vous avez un screenshot, ils vont pas forcément se dire que vous êtes un arnaqueur, et ce sera une très bonne preuve de crédibilité pour eux qui va les faire passer à l'action. Donc, étude de cas, c'est très bien. Si vous avez de quoi illustrer ça avec des preuves vidéo, photos, peu importe, si c'est possible de le faire, c'est encore mieux, ou des messages WhatsApp de vos clients, moi c'est ce que je vais vous montrer juste après, c'est très très bien et ça vous fera avoir du coup de très bons résultats en termes de crédibilité. J'interromps la vidéo pendant 10 secondes pour vous dire que si vous voulez vous aussi que je vous accompagne à trouver des missions en freelance, que ce soit pour ceux qui sont en CDI et qui veulent passer freelance prochainement, mais aussi pour ceux qui sont déjà freelance mais qui galèrent à trouver des missions actuellement, vous avez un lien en description et en commentaire épinglé pour réserver un appel avec moi. Alors cet appel il est très simple, il n'engage en rien, je vais vous expliquer comment je fais pour accompagner des gens dans plein de marchés différents, que ce soit en data, en web, front-end, back-end, en cybersécurité, en cloud, comment je fais pour les aider à trouver des missions, et on verra si c'est pertinent pour vous par rapport à votre profil, par rapport à votre marché, mais aussi par rapport à mes contraintes perso. Et si jamais tout ça concorde, je vous expliquerai comment on peut travailler ensemble, comment je peux vous apprendre tous mes process et comment on peut les mettre en place ensemble pour que vous ayez à la fin une mission de façon garantie. Et si jamais ça ne matche pas, je vous donnerai à minima une roadmap et des ressources pour que vous puissiez avancer de votre côté. Attention à juste un point, les créneaux ne sont pas illimités parce que je suis encore seul à les prendre. Donc voilà, je vous en embête pas plus et je vous remets la vidéo. Donc maintenant pour la partie analyse de poste, je vais vous montrer un post que j'ai fait il y a assez longtemps d'ailleurs, c'était à combien de temps? C'était à 8 mois. Post que j'ai fait qui m'a apporté pas mal de leads, pas mal de gens qui étaient qualifiés pour avoir des missions. Et je vais vous montrer comment je l'ai écrit et comment j'ai mis en place tout ce que je viens de vous montrer avec ce post-là. Parce qu'il y a quasiment tous les éléments qui sont illustrés, donc c'est un bon exemple. Donc pour commencer, ce post, donc en gros c'était ce post-là que vous avez, on va pas tout lire, mais c'était un post comme ça. Et en visuel, il y avait ça. Ça, c'était l'image qui était associée. Alors, pour commencer, on va voir le type de post. C'est un post de type étude de cas. Donc, je vous ai expliqué juste avant que c'était le type de post le meilleur pour maximiser la crédibilité. Donc, étude de cas, où je parle d'un client que j'ai aidé à faire x3 en productivité, avec une approche data. Ok. Donc,
Déjà, c'est un post de type étude de cas. Maintenant, pour le hook. Le hook, c'est ultra important, je vous ai dit, je vais le décortiquer, c'est très très rapide, c'est une seule ligne, enfin c'est une ligne, virgule 2. Je vais vous montrer comment je l'ai construit. Donc, encore une fois, je rappelle, qu'est-ce qui est important, c'est what in it for me, la crédibilité, les bénéfices, c'est les choses qui sont vraiment importantes dans un hook pour qu'on ait envie de cliquer voir la suite. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai mis? Déjà, j'ai commencé par parler de mon client. J'ai aidé un client. Donc, j'ai eu des clients, j'ai des clients, je suis sérieux. C'est la partie social proof. Vous montrez aux gens que vous avez déjà bossé avec des gens, ça va les rassurer. Ensuite, bénéfice. Plus productif. Que j'ai quantifié 3 fois. Et là, je vais déjà faire un saut. Show don't tell. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai dit et je l'ai aussi prouvé avec le screenshot de la conversation WhatsApp que j'ai eu avec ma cliente qui m'a dit une action au lieu de 3. Donc ça se vérifie sur le screenshot que je dis ça. C'est donc du coup l'aspect show don't tell. On peut le dire, mais on peut aussi le montrer avec un message qui prouve ce bénéfice quantifié. Et du coup, comment j'ai fait ça? Donc c'est la partie curiosité avec des process data basiques. La clé c'est le mot basique. C'est qu'en gros on va se dire, bah, ok, il a fait ça avec un truc simple, un truc basique. Et il a réussi à faire x3 en productivité. Il y a un gap qui se dit, on peut se dire, ok, donc là, putain, il est fort. S'il a réussi à faire 3 fois plus avec un truc basique, j'ai envie de savoir ce que c'est. Donc voilà un peu la logique de ce poste. Et du coup, ça va cibler, c'est assez large hein, ce poste-là, il n'y a pas vraiment un persona ciblé qui est très précis, mais tous ceux qui sont intéressés par la partie productivité et la partie process data, ce qui peut englober quand même pas mal de gens, ben, ils vont se dire, ok, moi ça m'intéresse, j'ai des process aussi en interne, je suis intéressé par être productif, et Mickaël il a un truc basique qui m'aide à être 3 fois plus productif, donc ça m'intéresse. Ensuite, pour le reste, vous allez voir que la partie What's in it for me et la fameuse boucle dont je vous ai parlé qui sert à du coup faire un cycle de est-ce que je continue à lire, je mets de la valeur, je continue à lire, je mets de la valeur, je l'ai appliqué avec 2 choses. Déjà, vous allez voir que j'ai mis un contexte tout de suite et j'ai mis 2 contextes. J'ai mis le premier contexte, c'est ce qu'on clique en cliquant sur voir plus. J'explique le contexte plus précis. Donc j'ai un client qui est une entreprise qui fait des sacs, des accessoires de façon artisanale et voici leur offre. Donc en gros, ça sert à quoi? Ça sert à ce que les prospects puissent s'identifier. C'est ce qu'on appelle de façon très pompeuse et américaine le market call-out. Okay, donc c'est en gros, c'est littéralement dire, toi qui es toi aussi une entreprise qui fait des sacs et qui a des process data et qui a un système de commande, voilà, ben, regarde ce que je vais t'expliquer parce que tu es la personne que je cible. Donc en gros, il faut que vous soyez précis quand vous faites ça pour que les gens qui soient similaires à ces gens-là puissent se sentir visés. Premier élément qui fait qu'on a envie de lire la suite. En tout cas, que les gens que je cible vont avoir envie de lire la suite. Tous ceux qui sont mes amis, collègues ou quoi, ils vont peut-être s'en foutre. Et là, c'est pas grave, je m'en fiche qu'ils arrêtent de lire là, c'est pas mon problème. Moi, je veux juste que les potentiels clients lisent jusqu'au bout. Le premier élément, je lis ça, c'est pour qu'on ait envie de lire la suite. Ensuite, autre contexte, je vais expliquer de quoi on part. C'est quoi le process de base. Et là encore, ça sert à s'identifier. Un prospect, si lui aussi, il est à ce niveau-là de, on va dire, de freestyle par rapport à ses process internes, mais il va se dire, putain, moi aussi j'ai ces process-là, du coup c'est pas bien, je comprends pas comment je peux faire mieux. Donc là, en gros, je décris les process de la cliente. Et ensuite, on passe à la partie intéressante, c'est qu'est-ce que j'ai mis en place. Et là, on rentre dans la partie du coup euh, présentation. Cette fois-ci, elle est plutôt indirecte de mon offre. En gros, j'explique ce que je fais pour mes clients avec un truc qui est assez aéré. Donc là, on va pas non plus tout lire, mais ouais, il y a plusieurs points. Airtable, Shopify, automatisation. J'essaie d'aller à l'essentiel, montrer le bénéfice directement, montrer un peu comment je fonctionne pour que les gens puissent se dire, puissent se projeter en se disant, ok, donc Michael, si je comprends bien, si moi aussi, je suis une entreprise qui a tel type d'offre et qui est dans tel type de secteur, et que j'ai des process qui ressemblent à ça aussi, tu pourrais mettre en place ça pour moi. Okay, et puis en plus, je vois que tu as eu des clients, que tu as des preuves que ce que tu dis c'est vrai. Voilà, 3 fois 3, une action le 3. Donc en gros, je maximise la crédibilité. Et en lisant, quelqu'un qui est dans le milieu va être intéressé parce qu'il va comprendre que ce que je dis c'est réel. Parce qu'il va se dire, putain, c'est vrai, ce qu'il raconte, c'est vrai que moi aussi, sur mon Shopify, j'ai ces problématiques-là, et c'est vrai qu'il a raison, je pourrais faire comme ça. Donc on va pas tout regarder. Et à la fin, je l'ai pas mis, mais voilà, à la fin, du coup, le CTA, je l'ai mis ici. Hyper important, ça se fait juste une seule ligne. Si ça vous plaît, mettez un like pour le faire savoir. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, moi, à ce niveau-là, je ne suis pas forcément intéressé d'avoir toujours des prospects. Des fois, je veux juste maximiser mon reach et avoir juste le maximum de gens qui partagent mon contenu. Donc ça dépend de votre niveau de maturité, de votre niveau d'avancement dans votre business. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une action à faire. Et là, les gens vont pouvoir liker, partager, ça va faire plus de reach. Mais j'aurais pu très bien faire aussi un truc beaucoup plus direct, du style, si vous voulez que je fasse ça pour vous, dites-le moi par message privé. En fait, quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait un call to action. Si vous voulez maximiser la conversion, donc avoir le maximum de gens qui vous envoient un message, ben, proposez des messages. Si vous voulez maximiser votre audience, au début, ce qui était mon cas à ce moment-là, ben, vous mettez demandez un like ou demandez, peu importe, un truc qui fait que ça maximise le reach du post.
Donc voilà, ce post, c'est un post qui m'a ramené pas mal de leads, alors que j'ai pas forcément dit aux gens de me contacter, mais comme vous l'avez vu, il y a plein d'éléments qui font que c'est intéressant. Il y a un hook qui est simple mais efficace, avec preuve sociale, bénéfices quantifiés, la partie un peu, comment on pourrait appeler ça, qui crée de la curiosité, avec un process basique, alors que c'est un résultat qui est quand même assez énorme, hein, 3 fois plus productif. Et après, tous ces éléments qui petit à petit vont faire comme un, on va dire, un engrenage où on va commencer à lire, on va se dire, ah, le hook m'intéresse, je lis 3 lignes, ah, ça m'intéresse encore, je lis encore le paragraphe, ça m'intéresse encore plus, et là, je vois ce que Mickaël a mis en place. Et à la fin, call to action, et c'est parti. Donc voilà un poste qui ramène des prospects, un poste qui permet d'avoir vraiment des clients, qui n'est pas un poste bullshit où je raconte qu'il faut boire de l'eau et se lever le matin et prendre une douche froide. C'est un poste que vous pouvez faire, que vous pouvez répliquer pour votre marché. Et pour ceux qui n'ont pas eu de clients, qui sont plutôt à un niveau moins avancé, qui n'ont pas eu encore de mission long terme, qui n'ont pas eu d'expérience en CDI, c'est pas grave non plus. Faites des posts de type plutôt guide, des posts de type voici ce que j'ai vu sur le marché. Ce sera déjà très bien pour commencer et pour montrer aux gens que vous connaissez le marché, que vous avez une crédibilité par un positionnement précis, par une compréhension fine du marché. Encore une fois, c'est le levier numéro 2 que vous avez ici. Et ça va créer l'interaction. L'interaction va amener du coup une audience qui va vous montrer, vous créer de la crédibilité par ce biais-là. Et après, une fois que vous aurez des clients, vous pourrez aussi utiliser ces clients-là comme levier. Et ça fera un peu une boucle de rétroaction positive jusqu'à ce que vous soyez, on va dire, comment on pourrait appeler ça, une référence sur votre marché. Donc si vous arrivez à faire tout ça, donc ces éléments que je vous ai montrés, des posts de ce type-là avec de la régularité, vous devriez avoir des résultats. Moi, j'estime à peu près à 6 semaines minimum pour commencer à avoir des clients, ce qui est relativement rapide en réalité, hein. Si vous avez déjà un travail en CDI ou une mission en parallèle en régie et que vous voulez vous assurer d'autres missions qui arrivent en parallèle, c'est tout à fait cohérent et 6 semaines, ça reste relativement rapide. Alors, c'est pas un truc qui vend du rêve comme ce que vous pouvez voir sur d'autres contenus, j'en sais rien, où on vous dit, ouais, trouve des clients en 2 semaines, j'en sais rien, avec des posts magiques, avec des prompts, vous n'avez rien à faire. Moi, je ne suis pas vraiment dans cette optique-là, comme vous l'avez vu. Je vous fais des résultats que je vois sur le terrain. Voilà, moi, ça me paraît tout à fait courant de faire ça en 6 semaines avec ce rythme-là que je vous ai mis en termes de calendrier. Si vous avez cette approche-là, que je vous ai montré là, en comprenant que tout va se jouer quasiment au hook et qu'il faut que vous ayez une approche qui soit quand même assez réfléchie sur qui vous allez cibler, pourquoi il lirait votre poste, pourquoi il lirait jusqu'au bout. Et si vous faites tout ça, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas des résultats relativement rapidement. Ok. Petit rappel, ça reste de l'organique. Donc l'organique, ça fait qu'il n'y a pas vraiment un contrôle absolu. Ça va être lié à tous les gens qui vont interagir avec vos posts. Donc ne vous stressez pas si vous avez des posts qui font 2 likes au début. C'est normal, on commence tous comme ça. Mais si vous faites des bons posts, forcément les gens vont les voir. C'est obligatoire. L'algorithme est fait pour ça. Si votre post il est vraiment bien, si le post va vraiment aider les gens à arriver à un résultat, il sera poussé par l'algorithme. Parce que les gens vont le lire, les gens vont passer du temps dessus. Et tous ces trucs-là sont analysés par LinkedIn. Ne vous inquiétez pas qu'ils sont bien chauds là-dessus. Et ça va envoyer des signaux positifs sur le fait que, ok, Michael, il a un compte intéressant, je vais le push à beaucoup de gens avec les recommandations. Donc, gardez votre rigueur, gardez votre confiance par rapport à ça. Attendez à peu près 6 semaines et ayez une logique itérative absolument pour pas non plus passer 6 semaines à faire de la merde. Si vous avez de très mauvais résultats et que ça continue pendant 2 3 semaines, itérez dans d'autres sens et faites une approche qui est vraiment orientée data et pas orientée émotionnelle, vraiment le truc qu'on pourrait voir de façon classique. Donc voilà pour la vidéo, elle était un peu plus longue que prévu, j'espère que ça vous aura plu. Pour rappel, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez que je vous accompagne personnellement à trouver vos missions en freelance, donc pour ceux qui sont en data, en cyber, en web, peu importe, en développement back-end, front-end ou quoi, j'accompagne des gens comme vous à passer freelance ou à trouver des missions en freelance pour ceux qui galéreraient à en trouver, ceux qui sont en intercontrat. Donc si c'est intéressant pour vous, vous avez un lien en description, vous pourrez booker un call avec moi. On discutera de comment je peux vous aider, je parlerai des gens que j'ai accompagnés, de comment j'ai fait pour leur faire avoir des résultats, tout le process de A à Z. Vous allez voir que c'est assez complet, il y a des grosses garanties. Par contre, je ne prends pas tout le monde, donc on va discuter aussi de est-ce que c'est cohérent pour vous. Le but, c'est pas de vous refourguer un programme d'accompagnement pour rien, dans tous les cas. Je prendrai que ceux pour qui je sais que je peux avoir des résultats. Donc, première étape, c'est prendre un rendez-vous, on discutera ensemble tranquillement. Si c'est pertinent, on fera un appel, je vous expliquerai comment je peux vous aider. Sinon, je vous le dirai aussi et je vous dirai comment bosser pour débloquer les prochains steps. Et peut-être on fera un appel dans 6 mois, mais au moins, je sais que vous partirez avec des bonnes informations pour la suite, ok? Le but, c'est de vous aider à trouver des missions et pas vous garder un secret et vous dire ok, débrouille-toi quoi. Donc voilà pour aujourd'hui et pour ceux qui ne sont pas intéressés forcément, n'hésitez pas à partager ça à vos potes, ceux qui veulent se lancer, qui ne savent pas trop comment se lancer sur le freelancing, ou mettre un like ça vous a plu, ou ne pas mettre un dislike ça vous a pas plu, à me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse pour les prochaines vidéos, ce que vous voulez que je change. Mais voilà pour la partie LinkedIn. J'en dis pas plus, je vous dis à très bientôt et ciao les gars.